Bienvenue dans cette série sur l'industrialisation du secteur minier en Afrique. Dans le premier épisode consacré à l'inventaire du potentiel minier en Afrique, nous avons dressé un état des lieux de la richesse minérale du continent estimée à des dizaines de milliers de milliards d'euros. Ce panorama a permis de mettre en lumière les opportunités considérables qui émergent dans les premières étapes du cycle minier, à savoir la prospection et l'exploration. Ces phases initiales, essentielles avant les phases d'extraction, de traitement et de transformation des minerais, représentent un levier stratégique pour dynamiser l'industrialisation et attirer des investissements. Dans cet épisode 2, nous plongerons au cœur des matières premières stratégiques et critiques pour l'Afrique. Nous explorerons 1. Les ressources clés dont la transformation locale pourrait booster les industries africaines. 2. Les étapes de transformation possibles pour maximiser la valeur ajoutée sur le continent. Et 3. Les opportunités économiques et industrielles qui en découlent. Nous découvrirons comment l'Afrique peut transformer ses ressources naturelles clés en un véritable moteur de croissance et d'innovation. Lorsqu'on parle de matériaux stratégiques ou de minéraux critiques, ces notions sont souvent définies par les besoins des pays industrialisés. Et cela est compréhensible. Chaque nation, autant pour moi, protège ses intérêts. Mais il est temps que l'Afrique adopte la même approche en identifiant les minéraux critiques et stratégiques essentiels au développement de ses propres industries. Dans cette optique, j'ai choisi de mettre en lumière 4 matières premières dont la transformation locale est à la fois réalisable à court et à moyen terme et bénéfique pour l'Afrique. Il s'agit des minerais de fer, de la bauxite, du manganèse et du cobalt. Ces choix ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat d'une analyse approfondie des forces industrielles des pays africains les plus industrialisés, les plus avancés. Quels sont les pays africains les plus industrialisés? Quelles sont leurs forces industrielles? 1. L'Afrique du Sud, qui est un pilier industriel du continent. Elle a une industrie minière de premier plan. Elle accueille de grandes usines de l'industrie automobile telles que BMW, Toyota, Volkswagen. Elle a un secteur manufacturier robuste, solide et des infrastructures modernes et performantes parmi les plus avancées d'Afrique. Ensuite, nous avons l'Égypte, qui est également un acteur clé de l'industrialisation. L'Égypte est un grand producteur local d'acier, un fabricant de biens manufacturés et de produits chimiques. L'Égypte a un secteur de la construction en pleine expansion et a quelque sorte le leadership dans le solaire et l'éolien. Ensuite, nous avons le Maroc. Quels sont ses atouts industriels? Le Maroc a un secteur automobile dynamique avec la présence de constructeurs tels que Peugeot et Renault. Une industrie aéronautique en plein développement, intégrée dans les chaînes de valeurs internationales. Une expertise reconnue dans l'agro-industrie et les phosphates et un déploiement ambitieux des énergies renouvelables qui place le Maroc parmi les pionniers en Afrique. Quant au Nigeria, elle a une industrie pétrolière et gazière solide, un secteur cimentier robuste, essentiel pour les infrastructures et les grands projets de construction. Elle a également une transformation agricole qui est reconnue et un secteur de technologie et de télécommunications en pleine expansion. On peut citer également le Kenya, qui est un secteur agro-industriel clé, qui a une industrie chimique et pharmaceutique en plein essor, qui a également un secteur technologique et d'innovation reconnu et une énergie géothermique unique en Afrique, un potentiel exceptionnel qui pourrait non seulement répondre aux besoins énergétiques locaux, mais aussi offrir une solution durable pour les défis énergétiques du continent. On peut citer aussi la Tunisie et le Ghana. Lorsqu'on observe et analyse ces forces industrielles des pays les plus industrialisés d'Afrique, il apparaît clairement que certaines matières premières ont été
essentielles au développement de ces industries locales. Parmi celles-ci, les minerais de fer, la bauxite, le manganèse, le cobalt occupent une place prépondérante. Nous concentrerons donc notre analyse sur ces 4 ressources clés pour la suite de la présentation. Pourquoi et comment maximiser les revenus de l'exploitation des ressources identifiées? Lorsqu'un pays possède l'une ou plusieurs de ces 4 ressources, il serait stratégique d'en tirer pleinement profit. Une partie des matières premières pourrait effectivement être exportée pour générer des revenus immédiats. La transformation d'une autre partie en produit semi-fini ou fini permettrait de vendre des produits à forte valeur ajoutée et de générer plus de revenus et aussi de s'affranchir de la volatilité des prix des matières premières. Ces produits finis ou semi-finis transformés localement pourraient être utilisés pour stimuler le développement des infrastructures et des autres secteurs industriels locaux. Quels seraient les résultats d'une telle démarche? Nous aurons moins d'importations de produits transformés, des coûts de production industrielle réduits et à terme, une baisse du coût de la vie pour les populations locales. Qu'en est-il des pays dont les ressources minières sont difficiles à transformer? Attention, attention. Cela ne signifie pas qu'il faut se limiter à l'exploitation et à la transformation de ces seules matières premières. Chaque pays ou chaque sous-région doit baser sa stratégie sur les ressources dont il dispose et sur les ambitions de développement, sur ses ambitions de développement. Si ces ressources sont critiques ou stratégiques pour les nations industrialisées, ces pays pourront activer d'autres leviers pour optimiser l'exploitation de leurs gisements. Ces leviers, ces stratégies spécifiques seront l'objet d'un prochain épisode. Mais pour l'heure, on peut prendre l'exemple du projet de corridor de Lobito, une initiative ambitieuse visant à construire des infrastructures stratégiques. Un port, un terminal, un aéroport et une ligne ferroviaire d'environ 800 km reliant la Zambie au port de Lobito, en Angola, en passant par la RDC. Et ce corridor est conçu pour faciliter principalement l'exportation de minéraux critiques tels que le cobalt et le cuivre, venant principalement des pays que j'ai cités et qui sont essentiels à la transition énergétique. Et avec un coût actuel dépassant les 10 milliards d'euros, ce projet est financé par les États-Unis et leurs partenaires du G7, ainsi que par certaines banques régionales de développement. Je n'ai pas pu obtenir les noms. Mais en tout cas, on estime qu'il permettra de créer un peu plus de 30 000 emplois directs et indirects, tout en optimisant l'exploitation de ces ressources stratégiques. Nous suivrons l'évolution de ce projet pour voir ce qu'il en est. On peut également citer la raffinerie de lithium de Goulamina au Mali, qui a été inaugurée tout récemment. Ces exemples sont une véritable illustration de ce que peut accomplir une vision intégrée de l'industrialisation minière en Afrique. Comment maximiser la transformation locale des matières premières? Prenons le cas des minerais de fer. Comment transformer le minerai de fer en valeur ajoutée pour l'Afrique? La transformation locale du fer en acier offre, je dirais, d'importantes opportunités économiques et industrielles. Mais bien évidemment, elle dépend de la complexité du processus et des usages finaux. Ce que je préconise, dans un premier temps, c'est de transformer ces minerais de fer en acier pour la construction, le BTP et les infrastructures. Pourquoi? Parce que c'est un processus relativement simple et moins coûteux qui vise à répondre aux besoins énormes des secteurs de la construction, des BTP et des infrastructures en Afrique.
En termes de produits transformés et de marchés potentiels, on parle là des tiges d'acier, des poutres métalliques, des fils d'acier, des tôles, des profilés, des plaques, des rails, quoi d'autre, des câbles en acier bien évidemment, des tubes, des pipelines pour le transport de l'énergie. Une industrialisation axée sur cette première transformation peut répondre à la demande croissante tout en réduisant les importations massives, générant ainsi des emplois et stimulant l'économie. D'ailleurs, ce secteur de la construction avec l'acier connaît une croissance notable avec une taille de marché africain de la construction, je parle, estimée à peu près 58-59 milliards de dollars en 2024 et qui devrait atteindre 75 milliards de dollars d'ici 2029, selon Modor Intelligence. Donc ça, c'est le premier cas de figure de transformation des minerais de fer. Ensuite, une fois qu'on a une certaine expertise dans le domaine, une fois qu'on a développé suffisamment de ressources humaines locales et également de ressources financières, pardonnez-moi, de ressources financières, on peut amorcer une deuxième transformation. Cette fois-ci, c'est la transformation des minerais de fer en acier pour l'automobile et l'emballage. C'est un processus, comme je l'ai expliqué au début, qui est beaucoup plus technique, plus long et plus coûteux. Mais on a l'expérience des pays comme l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Égypte qui sont déjà avancés sur ce sujet, contrairement aux autres pays d'Afrique. Donc, ça peut être important de mettre en place une forte collaboration avec ces pays-là pour nous accompagner dans cette démarche, dans cette stratégie. C'est quoi les exemples d'application pour ce type d'acier? Ce sont des carrosseries des véhicules, ce sont ce qu'on appelle des pièces de structure de véhicules. Les pièces de structure, c'est un peu le squelette des voitures, hein. Ce qu'on ne voit pas, ce que vous voyez, c'est la carrosserie, mais ce que vous ne voyez pas, ce sont les pièces de structure. Ça peut aussi être, comme exemple d'application, de l'emballage alimentaire ou alors d'autres matériaux à haute performance pour autre chose. Alors, en termes d'enjeux, je l'ai dit déjà, cela nécessite un investissement technologique important et des compétences avancées. Par contre, elle offrira des opportunités stratégiques pour positionner l'Afrique sur des marchés internationaux à très haute valeur ajoutée. Je vous rappelle que le marché de l'acier dans l'industrie automobile est estimé aujourd'hui à 275 milliards de dollars, tandis que le marché de l'acier dans le secteur de l'emballage est estimé à 138 milliards de dollars. Ce sont des sommes importantes et il n'y a pas de raison que d'ici quelques années, l'Afrique ne tire pas sa part de gâteau, comme on le dit vulgairement. Ça, c'était pour les minerais de fer. Maintenant, pour la bauxite. On doit savoir que la bauxite est un gisement de très forte valeur ajoutée pour l'Afrique si on en fait bon usage. Pourquoi? Parce qu'elle offre des opportunités stratégiques de transformation locale qui peuvent multiplier sa valeur et stimuler l'économie africaine. Une des premières transformations, par exemple, serait de transformer la bauxite en ciment fondu ou ciment alumineux. Cette conversion décuple la valeur de la bauxite tout en produisant un matériau aux performances exceptionnelles. Pourquoi? Parce qu'elle a un durcissement ultra rapide qui est idéal pour des chantiers exigeants. Elle a une résistance extrême aux températures élevées et à la corrosion, particulièrement utile dans des environnements agressifs. Les sous-sols, les souterrains, construction dans des zones humides, très humides et très fortes en chaleur. En termes d'application locale, on peut citer quoi? On peut citer la construction d'infrastructures industrielles et commerciales, le développement d'infrastructures minières, le génie civil et les grands projets publics, la construction de logements adaptés à des environnements spécifiques. Pour ceux
d'entre vous qui ont l'habitude ou qui construisent ou qui ont déjà construit des immeubles d'habitation en Afrique, lorsque vous coulez une dalle, généralement, on vous dit qu'il faut attendre entre 3 et 4 semaines pour que le ciment sèche avant de continuer la construction de votre immeuble. Ça, c'est ce que vous faites avec un ciment classique, au ciment de Portland. Tout dépend des qualifications. Quand vous utilisez un ciment à haute valeur ajoutée, comme le ciment fondu ou le ciment alumineux qui est fabriqué à partir de la bauxite, au bout de 24 heures, lorsque vous coulez une dalle, au bout de 24 heures, votre dalle est complètement sèche et le lendemain, vous pouvez continuer la construction de votre immeuble sans aucun souci, aucun risque. C'est d'ailleurs ce type de ciment qui est utilisé par la Chine ou les pays du Golfe qui s'amusent à construire des immeubles des gratte-ciel à plusieurs niveaux, à plusieurs étages. Donc voilà. Par contre, effectivement, c'est un produit qui est plus cher qu'un ciment classique, donc il faudra faire une étude économique pour s'assurer de l'efficacité de son utilisation. Quoi qu'il en soit, son usage local est important et le cas contraire, la fabrication locale nous permettrait de vendre ces produits-là à l'extérieur. Ensuite, on peut également transformer la bauxite en alumine. C'est une étape qui quintuple la valeur de la bauxite et ouvre des débouchés diversifiés. En termes d'exportation, l'alumine peut être utilisé dans la fabrication d'aluminium pour des industries stratégiques comme l'aéronautique, l'emballage, l'automobile aussi. En termes d'utilisation locale, une partie de l'alumine qui aurait été transformée localement peut servir à produire des portes, des fenêtres, des toitures adaptées aux besoins régionaux. Ça peut également permettre localement de fabriquer des briques réfractaires qui sont essentielles pour les équipements et installations de l'industrie sidérurgique par exemple, notamment pour les protéger des fortes chaleurs durant les processus de transformation. À titre d'information, le marché mondial d'alumine est estimé à 45 milliards de dollars en 2024 et le marché africain du ciment vert est estimé à 490 millions de dollars. Ça, c'était en 2020, mais en tout cas, une croissance est prévue pour atteindre près de 870 millions d'ici 2028. Donc, vous voyez que ce soit pour le cas des minerais de fer transformés en acier, soit pour la construction, le BTP, les infrastructures, ou dans un second temps en acier pour l'automobile et l'emballage, que ce soit la bauxite transformée en ciment à forte valeur ajoutée, ciment fondu ou alumineux, ou alors en alumine, vous voyez que les enjeux financiers sont extrêmement importants et nous avons la capacité de le faire. En tout cas, technique, nous avons, humaine, nous l'avons aujourd'hui, financière également, du moins pour ces premières transformations. Maintenant, on va terminer pour le cas du manganèse et du cobalt. Ces deux minerais stratégiques jouent un rôle dans divers secteurs industriels grâce à leurs multiples applications. Pour ce qui est du manganèse, on peut le transformer en alliage, utilisé dans la construction, le BTP et l'industrie automobile. On peut également transformer le manganèse en oxyde de manganèse, indispensable pour fabriquer des fertilisants, des céramiques, des piles, des batteries et des circuits électroniques. Pour ce qui est du cobalt, on peut le transformer aussi en alliage essentiel pour les batteries électriques et les technologies spatiales. Un exemple qui va certainement vous parler, qui est assez inspirant de mon point de vue, c'est celui de Comilog au Gabon, une filiale du groupe Eramet qui extrait et transforme localement le manganèse du Gabon, augmentant considérablement sa valeur ajoutée, comme je viens de vous l'expliquer, et dynamisant l'économie locale. On parle là de 5300 emplois directs et indirects. Ce n'est pas rien. Pour synthétiser un peu cette première phase de transformation, je dirais que les opportunités liées aux ressources minières en Afrique sont innombrables et s'étendent bien au-delà des minéraux les plus courants, comme ceux que je viens de citer. Mais le modèle global de réflexion, de stratégie, de traitement peut être résumé ainsi.
Premier point, extraction des minéraux, que ce soit des mines ou des carrières. Ensuite, transformation locale de ces ressources en solutions minérales prêtes à l'emploi. Et en troisième position, commercialisation de ces solutions auprès d'industries de transformation qui les intègrent pour améliorer la performance de leurs produits finis ou semi-finis. J'ai cité quelques exemples, je ne vais pas m'en priver, les batteries, l'acier, la cosmétique, les plastiques, la peinture, les biens de consommation. Nous trouvons des solutions, enfin des minéraux dans tout type d'objets que nous touchons, que nous consommons, que nous utilisons. Il n'y a aucun objet, aucune structure sur cette terre qui ne contient pas des minéraux. Et pour pouvoir les produire, on transforme une fois de plus les minéraux en solutions minérales. Il en existe des milliers de solutions minérales qui seront ensuite intégrées pour la fabrication des produits que je viens de vous citer. On peut également utiliser ces solutions minérales pour optimiser les équipements industriels, pour les renforcer, notamment quand on les utilise dans des températures extrêmes, à forte chaleur. Tous ces secteurs que je viens de citer constituent un levier stratégique pour stimuler l'industrialisation, diversifier les économies locales et maximiser la valeur ajoutée des ressources africaines. Je n'ai pris que les 4 ressources clés que j'estime importantes parce que leur transformation et leur utilisation est d'abord importante localement pour les industries du continent avant éventuellement de pouvoir vendre soit les matières premières ou alors les produits issus de cette transformation à l'international, du moins aux pays industrialisés. Bien, nous arrivons au terme de ce deuxième épisode qui a porté sur les ressources clés dont la transformation locale pourrait booster les industries africaines. Elle a également porté sur les étapes de transformation possibles pour maximiser la valeur ajoutée sur le continent et enfin les opportunités économiques et industrielles qui en découlent. Je dirais que vous avez dorénavant une idée de comment l'Afrique peut transformer ses ressources naturelles clés ou stratégiques en un véritable moteur de croissance. Je ne saurais terminer cet épisode sans exprimer toute ma compassion pour les Mahorais et Mahoraises qui vivent depuis plus d'1 mois une véritable tragédie. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de l'épisode 3 sur les besoins en infrastructure autour et au-delà de la zone minière. Et je vous emmènerai en immersion en Afrique chez un de mes clients où je vous présenterai le processus de création d'un complexe minier en partant de zéro. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.